Je suis Maria José Fernández Vicente, et maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l'Université de Bretagne occidentale, à Brest, depuis 2012. Avant, je l'étais à l'Université de Marne-la-Vallée pendant 7 ans. Et donc, mon domaine de recherche, c'est ce qu'on appelle les études migratoires, c'est-à-dire que moi, je m'intéresse à l'émigration espagnole, aussi bien aux aspects plus sociaux, c'est-à-dire les migrants eux-mêmes, comme les politiques migratoires, un peu c'est face à face entre l'État qui met en place des politiques migratoires et les individus qui essayent de mettre en place, eux, un projet migratoire. Donc, je multiplie les angles d'approche concernant les migrations espagnoles, qui est celle qui me concerne. Et donc, ma thèse que j'ai soutenue en 2004, donc le titre est Émigrer sous Franco, politique publique et stratégie individuelle dans l'immigration espagnole vers l'Argentine et vers la France, 1945-1965. Donc, c'est un titre un peu long, mais voilà, il fallait intégrer la comparaison, la chronologie, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, je l'ai soutenu le 17 décembre 2004 à l'Université de Paris 7. Donc, ma directrice de recherche, en fait, j'avais deux directeurs. Ma directrice principale était Pilar González Bernaldo, donc Université de Paris 7 de Denis Diderot à l'époque, et Fernando Devoto, professeur à l'Université de Buenos Aires, à Buenos Aires. Voilà, c'était mes deux directeurs de recherche, mais surtout Pilar, qui était celle qui m'a accompagnée, puisque Fernando était resté en Argentine. Votre thèse a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours spécifique d'hispaniste ou venez-vous d'autres horizons, d'autres champs d'études? Alors, donc on peut dire que j'ai un parcours classique d'un hispaniste, mais qui n'a pas grandi en France. C'est-à-dire, moi, je suis née en Espagne, j'ai grandi en Espagne. J'ai commencé par une licence d'histoire à l'Université de Salamanque. Et donc, je suis arrivée en France pour faire déjà la fin de ma licence, la 4e année, parce qu'en Espagne, la licence d'histoire à l'époque était 4 ans. Donc, j'ai fait ici une dernière année de ma licence. Puis, j'ai fait après le DEA et le doctorat, donc à l'université, le DEA à l'EHESS et l'université à Paris 7 pour la thèse. Donc, j'ai dit un parcours classique, mais voilà, d'un hispaniste un peu venu d'ailleurs. J'ai mis en parallèle mes études doctorales. J'étais donc en parallèle lectrice et ATER. Ça, c'est un peu classique aussi quand on vient d'Espagne, d'Amérique latine ou d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on s'intègre aussi de façon, on va dire, professionnelle en parallèle de la thèse, puisque souvent, enfin, au moins c'était mon cas, on commence par être les lecteurs, lectrices pendant 2 ans, et après, avec un peu de chance, on obtient un contrat d'ATER. Donc, c'est un peu, on a cette expérience aussi et cette intégration à l'université d'une façon un peu professionnelle, c'est-à-dire en tant qu'enseignant. C'est ce qui a été mon cas. Voilà, et ce qui permet aussi de financer les études doctorales. Quand on vient de l'étranger, on n'a pas forcément des bourses voilà, pour vivre. Dans mon cas, c'était à Paris en plus. Voilà, donc c'est un parcours classique et pas. Et ce qui a été différent dans mon cas, je pense, c'est qu'il n'y a pas eu de continuité dans la thématique entre les deux A, donc que j'ai fait à l'EHESS, et la thèse. Moi, j'avais commencé, donc les 2A, ce n'était pas du tout sur les migrations, c'était sur le monde rural du Rio de la Plata. Ça n'avait rien à voir, hors le fait que j'ai commencé à travailler par l'Argentine. Et, mais bon, je peux vous expliquer un peu cette rupture, c'est-à-dire que donc moi, je suis arrivée pour faire un doctorat à Paris, mais je ne savais pas trop sur quoi je voulais travailler.
Donc, je voulais travailler. Au départ, il y avait l'Amérique latine qui m'intéressait, l'Amérique latine à l'époque contemporaine. Et il y avait l'Argentine, voilà, qui m'intéressait. Et donc, je suis allée voir un professeur argentin donc à l'EHESS, qui était le professeur Juan Carlos Garavaglia. Et je lui ai dit, bah voilà, moi je vais travailler sur l'Argentine, je ne sais pas trop sur quoi je vais travailler. Je ne sais pas si sur des aspects politiques ou des aspects plus sociaux. Donc, il m'a regardé, je me souviendrai toujours, il m'a dit, Maria José, je te vois, donc c'est un dicton argentin, je pense, qui est, donc en espagnol, c'est te veo más perdida qu'un turco en una neblina. Je te vois plus perdue qu'un turc dans un brouillard. Parce qu'effectivement, je ne savais pas sur quoi je voulais travailler concrètement. Donc après, il m'a dit, bah, écoute, si ça t'intéresse, moi, je m'intéresse au monde rural du Rio de la Plata et je ramenais des sources. J'étais aux archives à Buenos Aires récemment. Donc si tu veux, je te donne, enfin, on partage une source qui m'intéresse, qui n'a pas encore été travaillée. C'est un recensement, c'est des impôts et tu essayes de voir qu'est-ce que ça donne, en quoi il nous montre comment était la configuration rurale du Rio de la Plata. Donc, en fait, c'était une façon de rentrer dans une polémique qu'il y avait à l'époque dans la historiographie argentine entre une historiographie traditionnelle qui défendait qu'au Rio de la Plata, donc dans la Pampa de Buenos Aires, il y avait que des grands, ce qu'on appelait des estancieros, donc des gros propriétaires terrains avec des gauchos et des vaches qui avaient des milliers d'hectares. Donc ça, c'est un peu la historiographie traditionnelle, puis une nouvelle historiographie donc, dans laquelle lui, Juan Carlos Garavaglia s'insérait, qui essayait de montrer qu'il y avait aussi des petits et moyens propriétaires avec ce qu'on appelait des chacras, donc des plus petites propriétaires, et qu'il n'y avait pas que des gauchos qui se promenaient dans ces grandes estancias. Donc, je suis rentrée un peu là-dedans et j'ai fait mon DOA sur ça, sur le monde rural dans la province de Buenos Aires. C'était très intéressant, j'ai appris énormément des choses, mais à la fin de mon DEA, qui s'est très bien passé, je me suis rendu compte que je ne voulais pas commencer une thèse sur cette thématique-là, que je voulais faire autre chose. Et je commençais à réfléchir et je suis arrivée au sujet voilà, des migrations par différentes voies. Il y avait des histoires un peu familiales, personnelles. Parce que j'ai appris qu'une partie de ma famille était partie dans les années 50 au Venezuela, qui avait migré, ils étaient après rentrés. C'est pour ça que peut-être que cet épisode-là, je l'ai connu que très tard. J'avais aussi une partie de ma famille qui était partie en France dans les années 50, qui s'est installée. Voilà, donc je commençais à m'intéresser aux questions migratoires par ça, à un moment où l'Espagne commençait à devenir aussi un pays d'immigration, mais c'était un peu étonnant parce qu'elle avait tendance à oublier ce passé migratoire assez récent, parce que je parle des années 50, 60, de l'époque des Franco. Donc, il y avait comme une sorte d'amnésie collective. On ne se souvenait pas que nous aussi, on avait émigré et on se permettait d'être assez dur avec les travailleurs qui venaient en Espagne donc à cette période-là, dans les années 90 et début des années 2000. Donc, il y a eu un peu cet engagement aussi de récupérer cette mémoire de cette dernière vague migratoire pour montrer que les Espagnols, ils partaient jusqu'à il n'y avait pas très longtemps et on était un peu dans la même situation que les immigrés qui arrivaient à ces moments-là de l'Amérique latine, de l'Afrique du Nord, de l'Europe de l'Est, etc. Bon, excuse-moi, j'étais un peu longue, mais voilà, la particularité peut-être de mon parcours, ça a été le fait que j'ai commencé mes études en Espagne, mes études universitaires, et peut-être aussi ces changements entre les deux A et la thèse. Merci. Et y a-t-il eu un élément déclencheur à la thèse et pourquoi faire une thèse en France, justement ? Je pense qu'il y a eu ça, hein, c'est-à-dire que cette découverte de plusieurs cas d'émigration relativement récentes, donc des années 50, 60, dans ma famille, qui était assez méconnue, et puis le fait que même la société espagnole, puis même l'historiographie, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à cette dernière vague migratoire, qui a été l'objet de ma thèse, je me suis intéressée vraiment à ce qui à l'époque était la dernière vague
vague des migrations espagnoles, parce qu'après, il y a eu celle liée à la crise en 2008, mais c'était après la thèse. Et donc, je me suis intéressée parce que j'ai vu que il y avait voilà, une sorte d'amnésie, comme je disais tout à l'heure. Les Espagnols, enfin, il y a l'historiographie qui n'avait pas fait des travaux. Quand j'ai commencé un peu à faire des recherches sur des livres, des études sur cette dernière vague, il n'y avait quasiment rien. On s'était beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la grande vague des migrations espagnoles, qui est celle de la fin du 19e jusqu'au début 20e, donc 1880-1930. C'est ce qu'on appelle l'immigration massive, donc surtout vers l'Amérique latine, les Espagnols, donc l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, etc. Mais très peu, quasiment, il n'y avait quasiment rien sur la dernière vague, donc pas sur l'exil. Sur l'exil, il y avait beaucoup de choses, notamment ici en France, mais aussi en Espagne, sur l'exil espagnol suite à la guerre civile. Ça, c'était relativement bien travaillé. Mais sur la vague migratoire d'après, donc celle qui a lieu pendant le franquisme et qui est liée, même si on ne peut pas, il n'y a pas de frontières, souvent c'est un peu à mêler les causes politiques, économiques à la période des Franco, mais il y a une migration qu'on peut considérer plutôt économique dans les années, donc entre 45 et le milieu, la fin des années 60. Voilà, donc je voulais un peu, c'était ça qui m'a motivée, c'est d'essayer de récupérer cette mémoire et d'essayer de cette dernière vague, un peu pour montrer aussi que, voilà, que l'Espagne a été un pays d'émigration jusqu'à il n'y a pas très longtemps et qu'on n'avait pas le droit d'avoir. Il y a eu au début des années 2000, donc juste au début de ma thèse, des épisodes très violents de xénophobie et de racisme en Espagne. Il y a eu, surtout le plus connu, c'est celui d'Elegido en février 2000, mais il y en a eu d'autres. Donc, c'était vraiment très, très dur l'insertion des immigrés. Moi, j'entendais en Espagne des discours, mais vraiment très, voilà, très durs envers cette population. Et j'avais envie de montrer que, voilà, que nous, on a été un peu dans ce même contexte des migrants jusqu'à il n'y avait pas très, très longtemps. Donc, c'est un peu ça qui m'a motivée. C'est un peu ces grandes vides historiographiques et cette envie de montrer que finalement, on pouvait rapprocher ces deux expériences, la dernière vague migratoire des Espagnols et l'immigration dans ces moments-là, l'arrivée des travailleurs étrangers en Espagne. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez cherché à démontrer dans votre thèse? Autrement dit, quelle serait la thèse de votre thèse? La thèse, oui. En fait, bon, montrer, quand on commence à faire un peu un grand mot, moi, ce que je voulais, c'est essayer de comprendre, essayer de comprendre comment s'articuler les aspects plus politiques et les aspects plus sociaux de cette immigration espagnole. Essayer un peu de mettre face à face donc l'État et les politiques, d'une part, et puis les migrants qui essayent de mettre en place un projet migratoire. Après, donc, j'ai essayé, si on veut parler en termes de démontrer, pourquoi souvent les politiques migratoires sont un échec, pourquoi elles ne réussissent pas à se mettre en place, au moins pour la politique migratoire dessinée par Franco, enfin par les hommes politiques à l'époque des Franco. Et donc, j'essaie de montrer qu'il y a plusieurs choses qui expliquent les difficultés à mettre en place cette volonté de maîtriser les flux, de les canaliser vers certaines destinations plutôt que d'autres, choisir les migrants qu'on veut qu'ils partent. Ça, c'est souvent très, très compliqué. Et c'est ce que j'ai essayé un peu de montrer dans la thèse. D'une part, parce que les politiques migratoires sont très complexes. Elles sont souvent contradictoires parce qu'elles sont composées de plusieurs logiques. Et il y a une logique économique qui veut ouvrir les frontières pour que les gens partent, pour répondre un peu aux besoins du marché international du travail, donc de la demande et de l'offre. Donc, c'est une logique plus ouverte. Mais après, il y a une logique policière qui essaye plus, surtout pendant une dictature, de contrôler plus les flux, de voir que les migrants aillent vers certaines destinations et non pas vers d'autres, d'essayer même de les suivre un peu sur place pour qu'ils, dans les cas par exemple de la France, ils ne se mélangent pas trop aux exilés de la guerre. Donc il y a plusieurs logiques qui sont souvent contradictoires à l'intérieur de cette
politique migratoire qui fait qu'il est très difficile. Il y a des logiques démographiques. Après, pour les pays d'immigration, des logiques démographiques, un peu nationalistes aussi. Et donc, c'est cet ensemble des logiques qui composent la politique, les politiques migratoires en général, que ce soit la politique d'émigration espagnole ou les politiques d'immigration, donc dans mon cas argentine et française, font que la politique, elle est très difficile de mettre en place. Et c'est ce qui permet aux migrants d'avoir plus de chances de mettre en œuvre leurs projets migratoires. Parce que finalement, les politiques, déjà, donc, elles sont très difficiles de mettre en place. Et en plus, il y a souvent, ça c'est ce que j'ai essayé aussi de démontrer dans ma thèse, il y a souvent un décalage entre la norme politique et la pratique administrative. C'est-à-dire que l'appareil bureaucratique, l'administration migratoire, souvent, elle ne met pas en place telle quelle la norme politique, la directive politique. Elle s'arrange souvent parce que, avec la réalité. Et la réalité, ce sont les migrants. C'est-à-dire que les administrations migratoires, au moins celles que j'ai travaillées, donc l'espagnole, française et argentine, sont souvent très poreuses. Et puis, elles sont en dialogue souvent avec les migrants parce que donc, cette administration, ce sont les guichets. Hein, c'est là où on va délivrer un passeport, un permis de séjour. On a ce qu'on appelait la carta de llamada, la lettre d'appel, qui était un document clé à l'époque des Franco pour pouvoir partir. Donc, voilà, la politique, elle a du mal parce que déjà, elle est complexe. En plus, il y a la bureaucratie qui ne met pas tout à fait en place la norme telle qu'elle est écrite dans la loi ou dans la circulaire. Et tout ça permet aux migrants d'avoir un peu plus de liberté. Hein, on est dans un régime, dans une dictature, bon, c'est pas évident, mais voilà, ça donne plus de possibilités aux migrants de mettre en place un projet migratoire qui est souvent pas du tout celui que l'État franquiste voulait. L'État, il voulait contrôler les migrations, maîtriser, amener les migrants donc, avec des trains pour les cas de la France jusqu'en France. Et les migrants voulaient partir de façon beaucoup plus spontanée, en suivant les conseils de l'ami déjà installé en France ou en Argentine. Voilà, donc c'est ce qui explique que les stratégies migratoires ils sont beaucoup plus, répondent plus à des mécanismes informels, ce qui ne correspond pas à ce que les lois et les politiques migratoires déterminaient. Donc voilà, c'est un peu cet engrenage, ces mécanismes, ces connexions entre les politiques publiques et les stratégies individuelles que je voulais un peu mettre en lumière. Et voilà, donc je voulais montrer la complexité, les dialogues, mais aussi la complexité. Voilà. Et quel a été le rôle de vos directeurs de thèse et quelqu'un d'autre, à part vos directeurs, a-t-il pu jouer un rôle essentiel, déterminant dans le travail intellectuel, dans la rédaction de la thèse, par exemple? Alors, donc, pour la thèse, pour le suivi, le personnage clé a été Pilar González, ma directrice. Fernando Devoto aussi, mais bon, je les voyais que quand j'allais aux archives en Argentine, quand il venait à un colloque, donc il m'a aussi beaucoup suivi, mais c'était surtout Pilar. Pilar González, ça a été vraiment le personnage clé, et c'était parce que elle m'a... Pas seulement qu'elle m'a suivie, mais elle m'a vraiment soutenue un peu dans ma démarche parce que je n'avais pas un objet facile, c'est-à-dire que je n'avais pas un objet classique. Je voulais comparer deux destinations, en plus une en Europe et l'autre en Amérique latine. Et je voulais mélanger voilà, les aspects politiques et les aspects plus sociaux. C'était des choses un peu... Je voulais mélanger trop de choses qui, dans les études d'avant, ça ne se faisait pas. Mais moi, je tenais un peu à casser un peu. Moi, je trouvais que les études migratoires, c'était assez cloisonné entre ceux qui travaillaient l'Amérique latine, ceux qui travaillaient l'Europe, ceux qui travaillaient les aspects plus politiques, ceux qui travaillaient plus les aspects sociaux, c'est-à-dire suivre les migrants, leur processus d'intégration, etc. Moi, je voulais essayer de rapprocher tout ça, casser un peu les frontières entre les disciplines, entre les thématiques. Donc, c'est pas évident parce que j'avais tout à construire. J'avais pas un sujet classique. J'avais le sujet que je voulais, moi, construire. Et Pilar González a été vraiment un personnage clé parce qu'elle a compris
tout de suite, hein, voilà, que je voulais faire un peu le truc à ma sauce. Et elle m'a soutenue tout le temps. Elle est restée vraiment très, très ouverte. Elle m'a donné des conseils, mais vraiment très, très précieux. Elle a été toujours très bienveillante. Et ça a été vraiment, je pense que pour les suivis de la thèse, elle et puis Fernando aussi, Fernando m'a apporté, Fernando Devoto, vraiment la rigueur dans l'analyse. C'est un grand historien, un des plus grands spécialistes de l'immigration en Argentine. Il a beaucoup travaillé les Italiens, mais voilà, sur les questions théoriques, méthodologiques, il m'a apporté un peu une rigueur voilà, qui était très importante pour moi. Et après, j'ai eu d'autres personnes, d'autres collègues ou amis qui s'intéressaient aussi aux migrations, avec lesquels j'ai énormément échangé et qui m'ont beaucoup aidé aussi. Il y a eu Natacha Lillo, par exemple, qui venait de soutenir une thèse sur la petite Espagne de la plaine Saint-Denis, donc les Espagnols en région parisienne. Il y a eu aussi Marie-Claude Chaput, qui travaillait aussi à l'époque sur les migrations, donc professeure en inter, avec laquelle j'ai beaucoup échangé et qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et après, donc j'ai eu des collègues aussi espagnols qui travaillaient sur les migrations. Il y a Luis Calvo, il y a des collègues argentins aussi avec lesquels j'ai beaucoup échangé. Carolina Bernat, Nadia Christopher, enfin, plein des spécialistes des migrations ou des jeunes chercheurs comme moi qui commençaient, qui m'ont vraiment beaucoup aidé, dont les échanges m'ont beaucoup nourri et qui m'ont beaucoup apporté. Voilà, c'est un peu... Et vous souvenez-vous des plus grandes difficultés rencontrées pendant la thèse? Alors, les difficultés. Alors, la première était peut-être de rendre compatible l'enseignement et les séjours aux archives. J'ai travaillé sur donc, les Espagnols et en France et en Argentine. Donc, il fallait que j'aille dans des archives donc, françaises, mais aussi argentines et espagnoles. Donc, j'avais des longs séjours aux archives et aussi dans les pays, pas seulement pour les archives, parce que j'ai fait aussi des entretiens. Je voulais reconstruire les stratégies migratoires d'une partie des Espagnols, enfin des quelques Espagnols partis dans ces deux destinations à cette époque-là. Donc, j'avais du temps aussi à consacrer aux entretiens, aux migrants, à ce qu'ils me racontent leur histoire. Donc, tout ça, ça m'a demandé énormément de temps, parce qu'il y avait donc les séjours à l'étranger, les travails aussi dans les bibliothèques municipales pour la bibliographie, les bibliothèques nationales pour la bibliographie. Et à côté, j'avais tous mes cours en tant que lectrice, à TER, tout ça à préparer, les corrections, les réunions. Donc ça a été un peu une première difficulté de rendre compatible l'enseignement et la recherche. Et après, une autre difficulté était la langue. J'ai rédigé en français la thèse, alors que j'ai commencé à les parler. Je ne parlais pas français avant d'arriver en France. Donc, c'était voilà, compliqué pour moi, les tournures, la rédaction, même la structure, la façon voilà, assez cartésienne il fallait d'écrire. Donc, ça, c'était une difficulté. En plus, mais les sources étaient en espagnol, donc il y avait beaucoup de travail des traductions qui étaient souvent pas évidents. Donc ça, c'était une deuxième difficulté. Et oui, après, la fin de la thèse a été aussi a été très dure pour des questions personnelles, c'est-à-dire que j'ai perdu ma mère qui est décédée il y a juste quelques mois avant la soutenance. Donc, j'ai dû partir en Espagne, m'installer chez mon père pour l'accompagner. Donc, c'était la fin de la rédaction. Quand il fallait tout rendre, d'abord tout corriger, tout rendre, j'ai dû les faire depuis l'Espagne. Donc, ça a été assez éprouvant, assez dur. Mais bon, heureusement que j'avais des amis en France qui m'ont beaucoup aidée. J'étais vraiment très bien entourée. Mais bon, la fin était un peu éprouvante, un peu complexe pour cela. Mais sinon, à part ça, non, pas spécialement des difficultés. Après, bon, ça reste une thèse, il faut tenir bon. C'est plusieurs années où on a ce que ça à faire. Enfin, on a beaucoup de choses à faire, mais bon, ça prend une partie très importante de notre temps, de notre énergie. Mais voilà, c'était un peu ça les principales difficultés que j'ai eues.
Qui étaient les professeurs composant votre jury de soutenance? Alors, donc, il y a eu, bien sûr, Pilar González, qui était ma directrice de thèse, et Fernando de Boto, non, les deux directeurs. Après, la présidente du jury était Catherine Kiminal, et sociologue donc, à Paris 7, sociologue des migrations. Et j'ai eu aussi Nancy Green, directrice d'études à l'EHESS, spécialiste aussi des questions migratoires, des problématiques migratoires. Et j'ai eu Marie-Claude Chaput aussi. Et j'ai eu Nicolas Sanchez Albornoz, qui était à l'époque professeur émérite de l'Université de New York et spécialiste aussi de l'immigration espagnole, notamment vers l'Amérique latine, qui était là ces jours-là. Voilà. Donc ça, c'était, si j'oublie personne, voilà. Donc ça, c'était les composants de mon jury. Et quels souvenirs gardez-vous du jour de la soutenance? Alors, des souvenirs très contrastés. Donc, j'étais très fatiguée parce que je n'avais pas réussi à dormir la nuit d'avant. Et pourtant, je n'étais pas spécialement stressée. Enfin, j'étais un peu inquiète. C'est normal, mais je n'ai pas réussi à dormir. Donc, j'étais fatiguée. Le matin, après, on tient parce qu'on a le stress là qui nous fait tenir. Mais voilà. Donc, tout était un peu comme dans un nuage. Et, étant donné mon état de fatigue et de manque de sommeil. Mais j'ai un très bon souvenir. J'étais très bien entourée. J'avais toute ma famille qui était venue d'Espagne, enfin, mon père, mon frère, mes sœurs. J'avais mes collègues de Paris 7 avec moi. J'avais mes amis parisiens, même d'autres qui étaient venus d'ailleurs. Donc, ça s'est très bien passé. L'échange a été très riche, très constructif, l'échange avec les jurys des thèses. Je me souviens des questions vraiment très, très intéressantes, très, très pertinentes. Bien évidemment, j'avais préparé des tas de questions type et il n'y a aucune, ça c'est un peu un conseil aux futurs, pour des futurs soutenants, des doctorants. On a beau préparer plein de questions possibles et imaginables, souvent ce sont des questions très, très différentes et c'est aussi bien parce que en fait, les jurys ils posent des questions par rapport à ce qu'ils connaissent, à ses propres recherches et parfois il y avait des éléments de ma thèse qui pour moi n'étaient pas spécialement importants ou même intéressants et puis qui ont interpellé certains membres du jury et puis et finalement oui c'était intéressant. Donc j'ai un très bon souvenir de la soutenance et après le pot c'était soufflé, c'était voilà, on ferme un chapitre, c'était voilà, un moment très 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 convivial, très sympathique. Donc si j'ai un très bon souvenir de la soutenance. Depuis, vous avez poursuivi dans une carrière d'enseignante-chercheuse vers l'HDR. Quelle est la relation de la HDR, du sujet de HDR, avec le sujet de la thèse ou éventuellement certains travaux de la thèse? Alors, il y a une continuité. En fait, j'ai continué à m'intéresser aux questions migratoires. Après, après la thèse, donc j'ai travaillé cette dernière vague migratoire. Je me suis dit, maintenant, je fais quoi? Moi, l'immigration espagnole, elle m'intéresse beaucoup, elle m'intéresse toujours. Cette dernière vague migratoire, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais bon, je voulais essayer d'évoluer vers d'autres problématiques ou vers d'autres thématiques migratoires. Donc, j'avais deux choix. Soit j'ai continué chronologiquement et j'ai m'intéressé à l'immigration, donc à l'arrivée des migrants, des travailleurs étrangers en Espagne, mais du coup, c'était toute une autre chose. Ça changeait beaucoup. Même là, il fallait que je quitte mon rôle d'historienne. C'était trop récent. Il fallait que je devienne plus sociologue. Donc, bon, ça, j'ai dit non, je vais quand même garder une perspective historique. Donc, j'ai fait marche arrière et je me suis intéressée. J'ai un peu gardé la même approche de la thèse, c'est-à-dire les politiques publiques et plus les stratégies individuelles, ces dialogues entre l'État et les individus migrants. Et je me suis intéressée à l'autre grande immigration, l'immigration massive, qu'on appelle, qui est celle de la fin du 19e et début 20e. Donc, j'ai gardé de la thèse, par exemple, j'ai gardé toujours cette envie de comparer, toujours
prendre plusieurs destinations. Là, j'ai eu la chance de retrouver une ancienne, enfin, une amie. On avait fait des études d'histoire ensemble à Salamanque. Elle était partie travailler sur les Espagnols au Mexique. Et puis elle est revenue. On a écrit pas mal de choses ensemble sur la comparaison entre l'Argentine et le Mexique. Donc j'ai gardé un peu cette envie de comparer, de voir comment ça se passe aussi ailleurs. Donc ça j'ai gardé et je l'ai dit dans la synthèse de l'habilitation, j'ai gardé le goût de la comparaison, j'ai gardé le goût de l'interdisciplinarité. Ça m'intéresse toujours. Moi, je pense que j'ai beaucoup de mal avec les cloisonnements, les étiquettes, les tiroirs où on range les choses. Moi, j'aime bien mélanger les genres, mais je mélanger les disciplines, dialoguer avec les sociologues, les démographes, les anthropologues, les écoles, plein. Et ça, j'ai gardé aussi, j'ai continué à essayer de faire dialoguer les disciplines, à écouter ce qu'on peut apporter depuis le monde de l'anthropologie, la sociologie, parce que moi j'ai la chance d'être sur une thématique, l'immigration, qui intéresse beaucoup de disciplines différentes. Et donc ça, j'ai aussi gardé cette envie d'interdisciplinarité. Ça, c'est aussi. Et voilà, je pense que. Et puis, j'ai gardé aussi, je pense, et ça a été un peu une continuité jusqu'à l'HDR, cette envie d'essayer de comprendre. Non pas tellement dessiner un peu comme des grands paysages, les flux migratoires, faire un peu des panoramas vers où vont les gens à l'époque. Ça, bon, ça m'intéresse, mais sans plus. Ce qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre un peu les engrenages, les mécanismes, faire un peu comme un détective en quelque sorte, hein, essayer de comprendre pourquoi, comment on élabore ces politiques, comment on les met en place, comment font les immigrants. C'est un peu plus du rôle plus d'un détective. Et ça, j'ai gardé aussi, et c'était quelque chose que j'avais déjà essayé dans la thèse, d'aller vraiment à la compréhension de comment les engrenages des choses, les fonctionnements des choses. Et c'est quelque chose que j'ai gardé par la suite. Voilà, un peu une certaine ouverture aussi de me dire que finalement tout peut servir et qu'il faut s'ouvrir au dialogue avec d'autres thématiques, d'autres. Voilà. Et beaucoup plus généralement, quelle est la trace ou dans quelle mesure votre thèse a pu modeler aussi un travail d'enseignante, d'enseignante-chercheuse? Alors, c'est dans les cours, donc j'ai fait pas mal des cours de civilisation espagnole, surtout, mais beaucoup aussi latino-américaine. Et j'essaie toujours qu'il y ait une entrée migration. Et c'est pas très compliqué parce que c'est un sujet qui est très, très présent, aussi bien en Amérique latine, qui a été un continent où les gens ont beaucoup migré et migrent encore. Donc les migrations sont même au cœur, pour certains pays comme l'Argentine, au cœur de la formation de la nation. Donc ça, j'intègre facilement dans mes cours des civilisations latino-américaines. Pareil, quand je travaille sur les franquismes, il y a toujours une partie consacrée aux migrations où j'essaie d'expliquer que les gens, à l'époque des Franco, il y a eu l'exil, bien sûr. Donc, on fait un point sur l'exil. On travaille sur l'exil. Il y a eu une partie d'exilés qui sont arrivés en Bretagne. Donc ça intéresse beaucoup mes étudiants. Il y a une association à Brest qui travaille sur, donc c'est des enfants, des petits-enfants, des exilés qui travaillent sur la mémoire de cet exil républicain dans le Finistère. Donc ils viennent souvent expliquer à mes étudiants cet exil espagnol à Brest, en Bretagne. Et je travaille aussi sur l'immigration. Oui, dans mes cours de civilisation, il y a souvent un peu, ça saupoudre un peu, et puis parfois ça fait même des chapitres. Et j'ai beaucoup de chance parce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Enfin, ça interpelle, ça intéresse beaucoup les étudiants. Et
c'était déjà le cas à Marne-la-Vallée, c'est le cas en Bretagne, surtout quand j'explique que la Bretagne aussi a été une région d'émigration qu'on a tendance à oublier, mais qui a une statue de la liberté et, dans un village en centre-Bretagne, parce qu'il y a eu toute une émigration, donc c'est Gourin s'appelle, aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, mais aux États-Unis. Et voilà, donc j'essaie un peu aussi de ramener à l'actualité toutes les problématiques liées aussi aux réfugiés, aux migrations dans les mondes actuels. J'essaie de faire un peu un lien aussi entre le passé et le présent. Et ça, ça intéresse beaucoup les étudiants parce que du coup, ils ont des choses à dire de ce qu'ils entendent dans les médias. Et oui, donc il y a une connexion entre une partie de mes cours et mes recherches. Mm-hmm. Avez-vous relu votre thèse depuis votre soutenance? Alors, relu comme ça, non. Je l'avais travaillé pour la publication juste après, mais depuis, non, non, non. De temps en temps, quand j'ai besoin de certaines parties pour des articles ou pour des communications, je reviens à elle. Mais sinon, comme ça, non. J'ai un peu en diagonale pour préparer l'habilitation, mais pas comme ça, non, non. Pas m'asseoir et lire la thèse, ça, je n'ai pas fait depuis, non. Quel conseil donneriez-vous à de jeunes doctorants? Alors, des conseils. Je pense que tout d'abord, il faut choisir un sujet qu'on aime beaucoup au départ, parce qu'à la fin, on va sûrement en avoir marre. Donc, vaut mieux avoir un sujet, avoir choisi un sujet qui nous passionne au départ et un sujet qu'on s'approprie, c'est notre sujet. Donc, ça, je pense que le choix du sujet est bien sûr très, très important. Et après, je pense qu'il faut rester ouvert. Il faut se dire que les doctorats, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est un peu les débuts. C'est une période de formation. On se forme en tant que chercheur et il faut rester ouvert, il faut essayer d'apprendre plein de choses, rester ouvert à d'autres disciplines, à prendre des outils un peu méthodologiques voilà, d'autres disciplines. Et cette ouverture, je pense qu'elle est importante parce que c'est une période, comme je disais, des formations. Je me souviens qu'on m'avait posé cette question à la soutenance, qu'est-ce que vous apportez? Et j'avais j'avais dit que finalement, pour moi, la thèse m'avait permis de construire, de fabriquer ma petite boîte à outils. C'est un peu ça, on construit un peu sa propre boîte, on a nos outils méthodologiques, on a la bibliographie, on a un peu les outils du chercheur et ça sert surtout à ça. La thèse, c'est un début d'un métier, c'est une formation, donc il ne faut pas considérer comme un aboutissement, c'est vraiment, il faut prendre ces côtés formateurs de la thèse. Et après, il faut surtout tenir bon. Je pense que c'est un marathon, sont des années où on fait beaucoup ça. Ça prend, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de notre énergie. Donc, il faut persévérer et être constant. Et voilà, je pense que prendre goût à la recherche, aux archives, à la bibliographie et construire quelque chose de personnel. Je pense que c'est ça la recherche finalement, c'est la différence. On ne fait plus des synthèses, on construit quelque chose qui est personnel, on construit notre propre objet d'étude et voilà. Donc il faut profiter de cette période-là pour se former et rester ouvert à plein d'influences, d'autres disciplines, d'autres thématiques, etc. Je pense que c'est un peu ça mes conseils personnels. Ouais. Et pouvez-vous nous lire la première phrase de votre thèse, s'il vous plaît? Oui. Alors, donc j'avais mis, pour mon introduction, j'avais commencé « Les études migratoires constituent un champ d'analyse aussi vaste que complexe.
Donc après, au croisement entre différentes disciplines et spécialités, les travaux sur les migrations sont également appelés à tenir compte de la nature mobile du fait migratoire. Donc j'avais commencé un peu par ces paroles très académiques, mais si vous me permettez, juste quelques lignes plus bas, j'avais continué parce que ça donne un peu sens à ce que je disais de ma démarche, donc toujours dans l'introduction. De même, à une époque où l'Espagne abandonne sa traditionnelle étiquette de pays d'émigration pour devenir la terre promise de milliers d'immigrés, il nous a semblé nécessaire d'analyser les mécanismes qui ont rendu possible la dernière vague d'immigration espagnole. Nous espérons ainsi contribuer à l'entretien d'une mémoire de l'immigration qui puisse faciliter l'insertion dans la société espagnole de ces nouveaux arrivants, rompant avec une tradition d'intolérance et de xénophobie si tristement liée à l'histoire de l'Espagne. Voilà, donc j'ai essayé un peu, comme je disais tout à l'heure, de combiner un peu les deux. C'est-à-dire, il y avait une envie de rapprocher le côté académique, donc cette connaissance d'un sujet, donc cette dernière vague migratoire qui était totalement méconnue, et la rapprocher de la nouvelle réalité, du nouveau visage de cette Espagne qui était devenue terre d'accueil des migrants. Voilà. Merci beaucoup, Maria Merci à José vous. Fernandez, Merci. de votre temps et merci aussi de vos commentaires extrêmement intéressants qui ne manqueront pas peut-être de susciter certaines vocations pour ces chercheurs. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous. Merci.